Je donne la parole à Martin Hajdari, directeur général des médias et industries culturelles au ministère de la Culture, pour 10 minutes. Je vais m'efforcer de consulter mon chronomètre aussi efficacement que vous. Monsieur le Président du Conseil permanent des écrivains, voilà, j'ai un micro qui est... Cher Pascal Horry, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations membres du CPE, Monsieur le Président du SNE, non, il n'est pas là, mais je sais qu'il sera présent dans vos travaux. Mesdames et Messieurs, le ministre Franck Riester aurait été très heureux de pouvoir être parmi vous et devant vous ce matin, mais il m'a demandé de le représenter et il m'a demandé de souligner tout particulièrement l'importance qu'il accorde à vos réflexions, à vos travaux. Il a eu l'occasion de le dire à Angoulême, puis plus récemment au Salon du Livre. Une des priorités de son action est de replacer les créateurs au cœur de la politique publique en matière culturelle. Et à travers des questions sans doute parfois techniques ou arides de statut, de protection sociale, de partage de la valeur, c'est aussi de la place du créateur dont nous devons parler et dont vous allez parler. J'étais devant vous il y a un an pour la première édition de ces États généraux, qui était entièrement consacrée aux thématiques sociales et fiscales, dans un climat assez revendicatif où on peut parler de mécontentement avec des chaises vides qui apparaissaient sur cette estrade pour illustrer la perception qui était la vôtre de l'action des administrations ou des ministères concernés. Cette deuxième édition, un an après, s'ouvrira d'abord et fort logiquement par une séquence de bilan sur ce qui a été fait depuis un an, et je crois que c'est un très bon exercice. Je vais en dire quelques mots sans entrer dans le détail des chantiers sociaux et fiscaux de l'année écoulée. La première table ronde de votre journée y est consacrée et 2 représentants du ministère y participeront. Quelques considérations générales ou quelques rappels assez larges. Le premier, c'est pour dire que depuis un an a été mise en place une instance permanente de concertation entre vos organisations professionnelles, les services du ministère, les services des ministères concernés, ainsi que l'ACOS et l'AGESA, la Maison des artistes. Une instance qui s'est mise en place de manière progressive, parfois un peu chaotique, mais qui s'est bien mise en place et qui s'est réunie très régulièrement à de multiples reprises, hier encore, et qui a pu rentrer dans le détail de chacune de ces questions, sociales, juridiques, techniques, parfois arides, mais essentielles et fort légitimement au cœur de vos préoccupations. 3 exemples de chantiers qui ont progressé, vous les avez mentionnés pour certains. Le transfert à l'ACOS du recouvrement des cotisations des artistes-auteurs qui est effectif depuis le 1er janvier et qui avait suscité beaucoup de craintes, on a pu en parler et je pense apaiser une partie de ces craintes et prendre en compte d'autres préoccupations tout à fait légitimes. Deuxième question tout aussi sujette à débat et compliquée à traiter, les modalités de neutralisation du relèvement de la CSG pour les artistes auteurs, qui a été un sujet je dirais, de tension assez fort. Je veux rappeler ici que dès le printemps dernier et le début de l'année dernière, le ministère de la Culture, Françoise Nyssen, pour ne pas la citer, s'était mobilisé au sein du gouvernement, mais ça a été long à faire accoucher en quelque sorte, mais nous avons progressé. Troisième élément important, lui aussi source de beaucoup d'inquiétudes, la mise en œuvre du prélèvement à la source. Et sur ce point qui est d'actualité récente, puisqu'en ce jour de date limite de dépôt des déclarations, il y a eu plusieurs assouplissements qui ont été mis en place pour tenir compte de la situation spécifique des auteurs et du rythme irrégulier des revenus qui les caractérisent. On sait qu'il y a encore du travail. Une vraie simplification, c'est sans doute que le prélèvement à la source soit fait par les éditeurs, par les organismes de gestion collective, par les diffuseurs de manière générale. On va y travailler. Ça fait partie des points sur lesquels l'administration fiscale est également, je crois, prête à apporter son concours. Deux autres dossiers méritent d'être mentionnés, 2 autres thématiques, 2 autres accomplissements. Le premier, et je crois qu'il est vraiment important,
c'est l'élaboration d'un document de communication à destination des artistes-auteurs. Il y a un an, le déficit de communication faisait partie des griefs les plus fréquents. Avec vous, collectivement, un document que j'ai vu ici ou là, a été publié. Je crois que c'est très positif. Deuxième chantier qui est en cours et qui va devoir progresser, c'est l'actualisation de la circulaire de 2011 sur les revenus dits accessoires ou annexes. C'est une actualisation qui est nécessaire en raison des modifications juridiques de la protection sociale. Elle est aussi l'occasion de traduire l'importance croissante de ces activités, accessoires, annexes, connexes, dans les politiques publiques en matière de transmission, de médiation. On sait bien aussi que pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'auteurs, d'autrices, ces revenus sont de plus en plus essentiels d'un point de vue économique. Je crois qu'hier, la réunion qui s'est tenue hier, vous avez pu être informé des préconisations retenues au terme de proposées par la mission conjointe d'inspection générale qui a travaillé jusqu'au début d'année. Je crois que vos représentants ont pu mesurer qu'il y avait une démarche vraiment positive et pour le coup partagée avec nos collègues des affaires sociales qui se sont, et je veux aussi le saluer, mobilisés dans un agenda particulièrement dense depuis ces dernières semaines et ces derniers mois. Ainsi, même si cela a parfois été un peu chaotique, au moins dans les premiers mois, je crois que la concertation que vous appeliez tous de vos voeux il y a un an, aujourd'hui, elle fonctionne, elle produit des résultats. On peut toujours progresser, on va s'y efforcer, mais c'est tout de même une avancée importante qui est le fruit de votre mobilisation aussi. Je voudrais particulièrement remercier vos représentants, ceux de l'ensemble des organisations d'auteurs et d'artistes qui participent, qui ne ménagent pas leur énergie et ne comptent pas leur temps pour participer à ces travaux. Je remercie aussi ceux qui, dans nos équipes au ministère de la Culture, ce n'est pas que la DG Mix, 3 directions au moins sont concernées, aux affaires sociales, à Bercy, ceux qui également contribuent à ces travaux. Reste évidemment la question majeure dans le domaine social de la réforme des retraites, qui n'entrera en vigueur que dans quelques années, mais dont les principes ont vocation à être arrêtés dès les prochaines semaines, aux prochains mois. Je crois que le Haut Commissariat à la réforme des retraites a reçu vos représentants la semaine dernière. Les arbitrages sont en cours d'instruction, ils ne sont donc pas rendus, mais même si je ne peux pas communiquer sur les arbitrages qui ne sont pas rendus, je voulais vous donner quelques indications sur l'esprit dans lequel le ministre et le ministère travaillent en lien avec le Haut-Commissaire à cette question. 3 points en particulier. Le premier qui est essentiel, c'est la réaffirmation du principe fondamental selon lequel les artistes-auteurs sont, pour la protection sociale, pour la retraite, assimilés à des salariés et qu'ils ne financent que la fraction correspondant à la part salariale de ces cotisations de retraite. C'est une des spécificités anciennes de nos politiques culturelles et sa préservation est un aspect essentiel de la réforme à venir aux yeux du ministère. Ça veut dire, pour ceux qui ont pris connaissance de l'esprit général de la réforme de Levoy ou de la réforme des retraites, cet objectif général d'harmonisation, d'équité, de transparence, qu'il va falloir identifier une source de financement correspondant à la part patronale ou à son équivalent, puisque cette part patronale, qui n'en est pas une, puisqu'il n'y a pas de patron, à ma connaissance, dans votre activité à ce jour, même si ça peut, à la limite, aux franges, faire l'objet de débats, cette part patronale, elle est aujourd'hui prise en charge implicitement par la solidarité interprofessionnelle au sein du régime général, et que demain, il faudra d'une façon ou d'une autre l'expliciter, cet effort de la collectivité, cette solidarité, sans doute l'inscrire au sein du budget de l'État, en veillant évidemment, c'est une préoccupation, à ce que ça ne se fasse pas au détriment des moyens des politiques culturelles existants. Il faudra peut-être, sans doute aussi, compléter ces financements par des financements issus de la filière, comme il en existe déjà aujourd'hui. Là encore, c'est un débat qui n'est pas facile, qui ne doit pas avoir pour conséquence de peser au bout du compte sur la situation, les revenus des artistes et des auteurs. Deuxième point, nous savons que la réforme se traduira par une hausse des cotisations pour ceux parmi les créateurs qui étaient avant 2019 sous le seuil d'affiliation. Alors évidemment, ce sont des cotisations qui sont créatrices de droits dans leurs principes, mais c'est aussi dans l'immédiat une charge, et nous avons en tête de réfléchir
au moins pour les créateurs les plus fragiles économiquement, à des dispositifs d'accompagnement. C'est là aussi en cours de réflexion et d'élaboration. Et puis, troisième élément, en matière de retraite complémentaire, il y a déjà aujourd'hui dans le système de protection sociale des créateurs, ou les systèmes, parce qu'ils sont eux-mêmes multiples, il y a des dispositifs de prise en charge des cotisations, de prise en charge partielle, par la SOFIA, par les producteurs de spectacles, pour certains. Et nous plaidons pour que ces systèmes, mutatis mutandis, puissent perdurer dans le futur régime, même s'ils devront évidemment être adaptés, puisque la place respective de la retraite de base et de la retraite complémentaire vont être affectées, mais ça, on y travaille et on l'a évidemment à l'esprit. Voilà ce que je voulais vous dire en revenant sur le passé, mais je crois que c'était important que je puisse vous donner l'esprit dans lequel nous travaillons, là pour le coup, sur la retraite et pour le futur, en ayant bon espoir que nous allions, avec nos partenaires au sein du gouvernement, vers une meilleure compréhension de vos spécificités et donc des réponses qu'il faut y apporter. Sur le partage de la valeur, thématique que vous avez choisie, pardon si je suis un peu long, vous êtes le maître des horloges, n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre. Nous avons des maîtres des horloges, paraît-il, par les temps qui courent, et en tout cas, aujourd'hui, c'est vous, cher Pascal Horry. Le partage de la valeur, avec deux remarques liminaires. La première, c'est pour me réjouir qu'il y ait dans les débats de la journée des représentants de l'ensemble de la chaîne du livre, l'ensemble des maillons de la chaîne du livre. Les débats de partage de valeur sont des débats fondamentalement interprofessionnels. Auteurs, éditeurs et libraires doivent y être associés et y contribuer. Et c'est comme ça que l'intérêt collectif et donc l'intérêt général pourront se dégager. Deuxième réflexion un peu plus large, c'est que la thématique du partage de la valeur, elle n'est pas du tout propre au secteur du livre. D'ailleurs, elle est quelque part à l'œuvre dans les grands combats que nous avons menés, toutes industries culturelles confondues au niveau européen, pour la défense du droit d'auteur et la reconnaissance d'un droit juridique qui est au cœur de ce partage de la valeur. C'est une réflexion qui traverse l'ensemble des industries culturelles et créatives, la musique, le cinéma, l'audiovisuel, dont nous avons la chance à la DGMIC de nous occuper pour certaines d'entre elles. Le 13 mai dernier, le président de la République a annoncé son intention qu'une mobilisation collective des filières des industries culturelles puisse avoir lieu, toutes ces filières que j'ai pu citer, et il a aussi souligné à cette occasion l'attention qu'il portait aux créateurs, à la place des créateurs, du processus créatif et aux conditions d'exercice de leur art par les créateurs, au cœur de la valeur collective créée par ces industries. Un livre, c'est d'abord un acte de création, on le sait, mais pour paraphraser cette fois-ci André Malraux, très modestement, qui le disait à propos du cinéma, par ailleurs, c'est une industrie. Dans chacune de ces filières, nous avons des œuvres, des créateurs, des œuvres de l'esprit, mais nous avons également une démarche industrielle. C'est aussi cette réflexion, cette orientation est au cœur de la mission que le ministre a confiée récemment à Bruno Racine, afin de conforter la place des créateurs dans l'organisation de chacune des filières et au cœur des politiques publiques. Bruno Racine, pour faire très bref, établira un bilan de l'ensemble des concours et dispositifs publics apportés aux créateurs, mais il doit plus largement réfléchir à la nature du travail créatif, au statut du créateur, aux frontières entre le droit social et le droit d'auteur, et s'interroger sur les fondements de la rémunération des auteurs. C'est une réflexion qui s'appuiera sur le concours d'universitaires, et elle s'annonce aussi passionnante que, nous l'espérons, riche en enseignements. Pour revenir plus directement à vos travaux, un point d'attention peut-être, puisque certains des documents qui illustraient cette journée font état d'un gâteau avec une petite part d'un gâteau, une métaphore qui est assez parlante et accessible à tous. Aujourd'hui, le marché du livre se porte, disons-le, morose. Il s'est maintenu assez bien au cours des dernières années par rapport à d'autres industries culturelles, mais il est morose et l'année 2018 n'est pas en tant que telle porteuse de signaux très très positifs. Et il faut évidemment faire attention à ne pas consacrer toutes ses forces ou s'épuiser à se partager
telles quelles les parts d'un gâteau qui diminuerait ou se maintiendrait tout au plus, et aussi peut-être réfléchir à des moyens collectifs de faire progresser le gâteau ou en tout cas d'en organiser une régulation intelligente. Quand je dis ça, ce n'est pas pour dire que les usages actuellement en vigueur sont immuables et qu'il ne faut pas revendiquer et qu'il ne faut rien faire évoluer. L'évolution récente du contrat d'édition à vos initiatives et avec le concours des pouvoirs publics en est une très bonne illustration. De ce point de vue-là, nous avons bien en tête que la part du prix de vente du livre réservée aux uns et aux autres est souvent au cœur des préoccupations ou des revendications. Ce que nous pensons au ministère, c'est que d'abord, pour éclairer ce débat, il faut pouvoir s'appuyer sur un constat large et partagé, objectif. C'est le sens de l'engagement que le ministère a pris avec l'étude en cours sur l'économie du livre à destination de la jeunesse. Je veux d'ailleurs remercier très chaleureusement tous ceux qui contribuent à cette étude. Elle est longue, elle est très fouillée, très fournie, mais c'est parce qu'elle est complète, approfondie, qu'elle donnera des éléments partagés et convergents d'analyse à partir desquels les meilleures solutions pourront être dégagées. Cette étude elle-même sera présentée à Livre Paris l'an prochain, mais sans attendre dès maintenant une réflexion. Votre réflexion est légitime. Je l'ai dit, le marché du livre ne se porte pas merveilleusement. Une des raisons peut en être le repli de la lecture qui est confronté à la concurrence très forte, très vive d'autres modes d'accès au récit collectif, au récit dans toutes ses formes. L'audiovisuel, évidemment, les séries en sont au cœur. Et sur ce terrain-là, les pouvoirs publics sont pleinement mobilisés à travers les manifestations de promotion de la lecture, à travers le concours apporté aux bibliothèques, aux collectivités locales pour ouvrir plus et pour ouvrir et offrir plus aux concitoyens. Mais, et c'est vraisemblablement ce sur quoi cette journée doit se consacrer, même si je suis parfaitement maître de vos débats, c'est vraisemblablement des raisons plus endogènes à la chaîne du livre, à la situation que l'on observe, aux préoccupations qui sont les vôtres en termes de revenus. Et sur ce point, je voudrais vous dire quelques mots. Alors très brièvement, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel qui est évidemment cette thématique de la surproduction, l'évolution récente des paramètres économiques de la production et de la diffusion du livre, avec une diminution des coûts de production liés aux techniques d'impression, qui permet effectivement aux éditeurs, mais de manière légitime, d'avoir un arbitrage différent entre celles des œuvres qui vont marcher, celles qui éventuellement auront une diffusion moins large, et la baisse des coûts de production. Elle a permis de maintenir un prix du livre assez maîtrisé, même très maîtrisé pour le lecteur, mais par ailleurs, elle modifie l'équilibre, et donc on peut avoir plus de livres produits, diffusés, pour un revenu global qui est le même. Donc plus de livres, revenu inchangé, ça veut dire des revenus unitaires qui diminuent. L'étude qui a été conduite en 2016 sur les revenus des auteurs et des artistes-auteurs l'a montré assez bien. Il y a une corrélation assez évidente dans certains secteurs entre cette hausse de la production et la baisse des revenus. Ces effets délétères, d'ailleurs, ils se manifestent aussi bien particulièrement dans certaines filières du livre pour les auteurs, ils se manifestent aussi pour les libraires qui ne peuvent pas consacrer le temps, l'énergie nécessaire à la promotion, à la médiation des œuvres qu'ils reçoivent, qui, ne serait-ce que physiquement, doivent faire de la place chaque semaine pour les nouveautés qui arrivent. On a finalement là aussi un phénomène qui est proche de celui mis en avant pour le cinéma, avec la crainte d'une surproduction, la critique pour les salles de cinéma d'avoir à déprogrammer trop rapidement des œuvres qui ne peuvent pas rencontrer un public, parce qu'il faut bien accueillir les œuvres nombreuses diffusées, sorties la semaine suivante. Donc on a un travail là, une réflexion à avoir. J'aurais voulu développer un peu plus sur le fait que, pour y répondre, une des clés peut-être de travailler, de réfléchir sur la valeur du livre, sur sa valeur comme objet physique, pour mieux prendre en compte sans doute les dimensions environnementales, sur sa valeur intellectuelle. Et là, le travail intellectuel, c'est celui des créateurs qui y contribuent. Et on rejoint une part des revendications ou des points de vue que l'on voit poindre dans vos réflexions, c'est l'idée qu'on pourrait mettre en place un système où il y aurait moins de livres,
moins d'auteurs édités, mais mieux rémunérés, avec peut-être des formes de minima garanties à la signature d'un contrat d'édition sans préjudice de rémunération proportionnelle. C'est une vision des choses qu'on trouve aussi d'ailleurs dans la production de séries audiovisuelles et que les auteurs de séries souvent revendiquent. C'est une orientation qui est assez contraire aux usages qui ont fondé l'économie et le secteur du livre, et qui n'est d'ailleurs pas complètement partagée au sein de la collectivité des créateurs, et qui n'est certainement pas à prendre en compte de la même façon selon les segments de l'industrie du livre, mais c'est un débat qui vraisemblablement doit avoir lieu, et en tout cas le fait de poser la question paraît être une manière fructueuse de prendre ces débats. Et sur de tels sujets, à condition évidemment qu'ils aient fait l'objet de discussions approfondies entre vous au sein de la chaîne du livre et d'un minimum de consensus, évidemment, les pouvoirs publics, le ministère, sera ravi de proposer sa médiation le moment venu. Mais pour le moment, la balle est dans votre camp, donc je vous la laisse. Et j'espère que vos travaux pourront contribuer, comme cela a été le cas il y a un an, à l'émergence de solutions qui nous réuniront peut-être dans un an. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous.